Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Je suis présentement à Vallée-Jonction devant l'ancienne gare. Comment ça a commencé ici, cette fameuse gare à train? Quelle est l'histoire des trains en Beauce? Que se passe-t-il aujourd'hui en 2013 avec les trains? Vous allez voir, ça sera vraiment intéressant. On regarde ce que ça donne. Eh bien oui, nous allons faire la visite de cette fameuse gare. Bonjour monsieur, comment ça va? Bonjour. Et vous vous présentez? Maxime Tardy, en fait, je suis le président de l'organisation qui est le Musée ferroviaire de Beauce, qui est existant depuis 1990. Et puis, je suis fier aujourd'hui de partager ce temps-là avec vous, mais je suis surtout fier de braver un projet en Beauce ici comme ça. Qu'est-ce que nous allons voir? Et de quoi que nous allons parler? Bien, aujourd'hui, je souhaite pouvoir vous donner un petit peu la saveur de à quoi ressemblait un centre névralgique qui était une gare de train dans des régions aussi comme celle de Vallée-Jonction. Et puis, surtout aussi, je veux vous partager, à l'heure où on se parle, c'est une année charnière pour la gare. Donc, en 2013, on termine la campagne de financement participatif pour en mener à une rénovation entière du bâtiment. Donc, je vous donne des avant-goûts de à quoi va ressembler le bâtiment lorsque tout le projet va être assemblé. Pour les fous d'histoire, les maniaques d'histoire, regardez ce qui s'en vient, vous allez adorer. On s'en va à l'intérieur. Alors, bienvenue, je vais vous inviter à l'intérieur. Alors, je vous souhaite la bienvenue à l'intérieur de la deuxième gare de Vallée-Jonction. Quand je dis deuxième, en fait, c'est que la première, qui fut érigée à la fin du 19e siècle, a été remplacée rapidement, si on peut dire, dans les opérations du Québec central par celle-ci, qui se trouve à ce moment-là être 4 fois plus dimensionnée que la première. Et souvent, ce que je fais réaliser aux gens, c'est en regardant simplement cette carte qui, en caractère gras, on voit le réseau du Québec central. Donc, le mot Québec central, on l'entend régulièrement et vous en l'entendrez dans la prochaine heure, assurément. Sauf que, pour au moins que tout le monde comprenne qu'est-ce qu'était le Québec central, eh bien, dans le fond, tout transigeait par Vallée-Jonction. Tous les trains finissaient au cours de leur périple sur le Québec central à passer ici. Donc, c'est pour ça que le Canadien Pacifique, en 1917, a donc pris la décision de remplacer la petite gare par celle-ci actuelle, qui était la plus volumineuse, la plus technologique, la plus confortable et la plus spacieuse de tout le réseau du Québec central. Et ici, on peut voir justement, il y a une photo de la première gare qui datait de 1875. Et puis, donc, c'est celle-ci qui a été démolie en 1917. Malheureusement, elle n'a pas été conservée, mais elle a été conservée un an, c'est-à-dire durant la période des travaux de la gare actuelle. Et en 1917, parlant de 1917, la gare n'était même pas terminée encore, qu'en juillet 1917, il y a eu une inondation des plus volumineuses, et puis il y a eu de l'eau qui s'est ramassée jusqu'à la hauteur des fenêtres. Donc, pour croire que les Beaucerons, depuis maintes et maintes nuits, sont capables d'endurer les inondations, puisque en 1917, alors que le bâtiment n'était même pas complété, on a inondé le chantier entièrement. Donc ici, nous étions à l'intérieur de la salle des femmes, et je vous invite maintenant à l'intérieur de la salle des hommes. Donc, on comprend rapidement pourquoi. La salle des hommes, la salle des femmes, en fait, c'est qu'en 1917, le Québec central transigeait énormément de marchandises, que ce soit pour le bois, pour les industries, des minéraux, des céréales, mais aussi des animaux. Et donc, la salle d'attente des hommes est plus grande parce qu'entre autres, lorsque les trains arrivaient avec des animaux, bien, on ne pouvait pas les faire en hiver, on ne pouvait pas les faire attendre à l'extérieur. Donc, on entrait certains animaux ici avec les hommes. Est-ce que les femmes pouvaient traverser, venir ici, ou c'était vraiment femmes de côté, hommes de côté? Oui, les femmes pouvaient traverser puisque la billetterie se situait dans la salle d'attente des hommes. Ah, excellent! Et puis, bon, en 1917, c'est une période où le clergé était très omniprésent partout. Donc, probablement qu'il y a un peu de leur grain de sel pour faire en sorte à ce que les hommes et les femmes étaient distincts.
Mais il y a aussi une théorie amusante au fait que les hommes prenaient le train pour voyager, pour aller travailler, tandis que les femmes prenaient le train pour aller voyager, voir la famille à Québec, etc. Mais les hommes prenaient le train, donc à l'automne, novembre, octobre, pour aller bûcher dans le fond de la Beauce, au sud de la Beauce, et revenaient au printemps, donc ça devait avoir la barbe longue, et puis ça devait sentir plein d'affaires, puis c'était peut-être pas la meilleure des idées qu'en débarquant du train, tout de suite, ils rencontrent des créatures. C'était quoi, c'est une bonne question que je vais vous poser là, le tarif de train à l'époque, pour exemple, Vallée-Jonction, Québec ou peu importe? Ben là, ça dépend de quelle époque on parle, mais on peut parler d'une époque où ça coûtait 10 cents. 10 cents? Ça l'a déjà coûté 10 cents de voyager en train. Excellent! On est loin d'aujourd'hui. Parlant de tarification, le Québec central possédait son propre corps policier. Donc, parce que toutes les bonnes compagnies de chemin de fer possédaient leur propre corps policier. Donc, la police du Québec central était ici même dans la gare. Quand je vous disais que c'était la gare la plus importante du réseau, c'est une des raisons. Et puis, quiconque voyageait à bord des trains du Québec central, mais qui crachait, parce que là, on parle d'une époque où chiquer le tabac était un sport national. Donc, quiconque crachait à bord d'un train ou sur le quai d'une gare ou dans une gare, c'était 40 $ d'amende. Oh, c'est plus sévère qu'aujourd'hui, par contre. Oui, mais à la même époque où voyager coûtait 10 cents. OK. Donc, les gens, ils s'enlignaient dans le crachoir. OK, d'accord. Et puis, bon, en fait, donc, je veux qu'on puisse partager ensemble là, le passé, le présent et surtout l'avenir du bâtiment. La gare qui est presque centenaire, vous savez, actuellement, le Musée ferroviaire de Beauce mène de front une levée de financement participatif. Donc, le financement participatif, ce qui est intéressant, c'est qu'on invite les gens à faire une donation et à la hauteur de leur donation, on va leur donner un cadeau. Donc, dans la visite de nos prochains moments partagés, je veux m'assurer qu'on puisse bien comprendre le projet. Donc, toute la partie muséale qu'on traverse actuellement sera revampée. Donc, dans les prochaines années, là, ce qu'on souhaite faire, dans la prochaine année, pourrais-je dire, c'est donc de revamper l'exposition avec une firme professionnelle, des écrans, un plasma, des accessoires et puis donc une exposition moderne, si on veut. Par la suite, ce que je ne veux pas omettre de dire, c'est que le bâtiment est protégé patrimonial que j'appelle des 3 barres, municipal, provincial, fédéral. Donc, toute la rénovation architecturale du bâtiment devra être des plus respectueuses et patrimoniales. Donc, par exemple, tous les planchers redeviendront en bois franc comme ils ont été à l'époque. Les plafonds de tôle, on garde ça intégral. Les murs en bois ainsi qu'en plâtre, on les garde aussi comme ça. Puis le bureau du chef de gare, qui est le cœur, si on veut, du bâtiment, eh bien, on va le remettre à une signature d'antan très caractéristique, très respectueuse. C'est un très beau projet pour la région. Oui. Pas juste pour Vallée-Jonction, pour la région, il faut en être fier. Bien, ce que j'aime aussi relater, c'est que si des villages portent sur leur baptistère le mot jonction, comme Scott Jonction, Vallée-Jonction, Tring Jonction ou Laurier Station, par exemple, et il ne va pas sans dire que c'est sûr que c'est parce que le chemin de fer a eu un rôle économique incroyable. Et puis économique et social et démographique aussi. Donc cette histoire-là, c'est immensément intéressant de s'en souvenir. Et le Musée ferroviaire de Beauce en a donc sa mission principale, de relater l'histoire des villages qui ont grandi grâce au chemin de fer. Grandi ou qui sont même apparus ou disparus. Rapidement, entre Vallée-Jonction et Sainte-Marie, je peux dire qu'il a existé un micro-village qui s'appelait Aman. Donc, très peu de gens connaissent cette histoire. Entre Vallée-Jonction et Sainte-Marie, il y avait un village qui s'appelait Aman. Mais en fait, c'est une époque... Quelles années? 1875. Excellent. Sauf que c'est une époque où Vallée-Jonction n'existait pas comme on le connaît aujourd'hui. Donc, la compagnie de chemin de fer qui était partie de Lévis, qui s'appelait Lévis & Kennebec, la région de Lévis était descendue et puis plantait des stations, des gares, si on veut, à toutes les 10 000. Et après Sainte-Marie, bien, ils ont donc apposé une autre station, un petit peu plus au nord que de la gare de Vallée-Jonction, un petit peu plus, vous avez compris, entre Sainte-Marie et Vallée, donc ça veut dire à mi-chemin. Ils avaient fait installer un arrêt, une petite gare, un mini bureau de poste, eu le temps de s'installer et peut-être un magasin général. Cependant, quelques années plus tard, est arrivée de l'autre côté de la rivière la compagnie Sherbrooke Eastern Township Railway. Et donc, ils se sont connectés ici. Ça a immédiatement créé une plateforme de ravitaillement,
un lieu de rassemblement et surtout un lieu giratoire de toute la livraison de marchandises. Donc, le mini-dépôt qui était constitué de Amman, on a décidé de le déconstruire et de ramener toutes ces installations-là ici. Donc, le micro-village n'a existé que 4 ans. Hey, les gens à la maison, restez à l'écoute parce qu'on va en apprendre beaucoup aujourd'hui. Il y a même des vieux objets qui sont intéressants, parce que je sais, j'ai beaucoup d'auditeurs qui adorent les antiquités. Là. Ce sont des objets qui ont appartenu à la gare ou qui ont fait partie de l'histoire. Oui, ou bien des gens aussi de Vallée-Jonction qui nous ont légué ces artefacts-là. Et donc, chaque artefact avait son utilité, sa raison d'être. Et puis, on parle aussi, c'est surtout le 20e siècle et le siècle des communications. Donc, ça, il n'y a personne qui peut m'ostiner là-dessus. Là. Les moyens de transport, les compagnies de chemin de fer auront été un véhicule, pour ne pas dire autrement, des moyens de communication, à commencer par le télégraphe, puis ensuite le courrier. Juste le chemin de fer a fait accélérer les processus de courrier, a fait accélérer le processus de transport des troupes lors des guerres. Et puis, le télégraphe, on y reviendra tout à l'heure sur l'importance que cela peut avoir. Derrière moi, il y avait aussi le local du... le Roadmaster, donc c'était, si on veut, ça c'était le bureau de la police, mais la porte à votre gauche, c'était le bureau du Roadmaster. Donc ici, à Vallée-Jonction, toutes les décisions d'entretien de la voie sur le grand réseau du Québec central étaient prises ici. C'est un peu, aujourd'hui, je l'appelle le ministère des Transports. Donc c'était eux qui prenaient les décisions de faire des réparations ici et là sur tout l'ensemble du réseau. Et parlant d'inspection et réparation de la voie, il y a ici un artefact, un vélocipède. Donc, c'était un outil utilisé pour inspecter la voie ferrée, surtout lors des périodes printanières, pour inspecter le réseau après les inondations, après les forts grands vents du printemps, pour s'assurer qu'il n'y avait pas des arbres sur la voie ferrée ou voire même des morceaux de terrain manquants sous la voie. Donc, le Roadmaster partait avec son vélocipède et inspectait le chemin de fer. En quelle année? Ça, c'est un outil qui doit dater de 1880 facile. Rapidement, il a été remplacé par la 4e roue, puis la plateforme, ainsi que les 2 gars qui pompaient chacun leur bord, qui aura fait tout qu'un folklore, surtout dans l'Ouest américain. Donc, je vous invite dans le cœur de la gare. Donc, ici, dans le bureau du Québec central, le bureau du chef de gare, pardon, c'était ici que se prenaient toutes les décisions, toute la gestion logistique des opérations, que ce soit de transport de marchandises ou transport de passagers. Donc ici, avec les systèmes de communication, je dis les systèmes de communication parce que je crois que c'était le local le plus avant-gardiste de tout le village. Lorsqu'une communication faisait son apparition dans la région, c'est ici qu'en premier lieu, ce moyen de communication-là apparaissait. Quand on parle du téléphone, quand on parle du télégraphe. Donc, le télégraphe, pendant longtemps, il était exclusif aux gares. Pourquoi? Parce que c'est simple, les lignes télégraphiques appartenaient aux compagnies de chemin de fer. Donc, les chefs de gare étaient les hommes les plus outillés, les plus à jour en termes de communication. Et justement, les chefs de gare avaient l'utilité aussi de partager ces communications-là avec le reste du village. Les gens pouvaient venir à la gare avec un récit écrit sur un papier pour ensuite l'envoyer à leur petite blonde qui habitait à Saint-Frédéric, par exemple. Et c'était le télégraphiste, c'était le chef de gare qui envoyait ce message-là à la gare de Saint-Frédéric. C'était l'ancêtre d'Internet, si on peut dire. Effectivement. Mais oui, parce que c'était un moyen de communication en temps réel. Un vieil homme m'a raconté récemment... Il n'y avait pas un télé? Non, alors c'est de l'électricité. Ah! Donc c'était je l'apprends, moi aussi. Là. Et puis... un homme me racontait que les soirs d'élection, les stations, les gares étaient pleines à craquer de gens. Parce que c'était avec ce moyen de communication-là que les circonscriptions dévoilaient leurs résultats vers Québec ou vers Ottawa. Et c'est de Québec vers les stations que les gouvernements annonçaient leurs résultats politiques. Donc, les gens, s'ils voulaient connaître à la une qui était leur nouveau chef, leur nouveau parti, c'était dans les gares qu'il fallait qu'ils soient les soirs d'élection. Imaginez toute l'ampleur des placotage qui s'installait ici. Ils avaient un costume en plus. Oui, bien, une représentation de nos chefs, nos agents de bord. Regardez, voici l'ancêtre des courriels. Donc, lorsqu'un chef de gare voulait partager l'information aux ingénieurs, aux conducteurs de train, mais que le train n'était pas tenu de s'arrêter en gare. Donc, par exemple, parce qu'il n'y avait pas de passagers, pas de marchandises à prendre, eh bien, on pouvait écrire qu'il y avait des travaux sur la voie ferrée entre le village 103 et 104, par exemple, et on pinçait ça sur la baguette.
et on allait à l'extérieur de la gare, sur la plateforme. Et en faisant ça comme ça, lorsque l'ingénieur passait, il passait son bras dans la baguette, ramassait le petit papier et lâchait la baguette. Donc, on venait d'envoyer un courriel à l'équipe de conduite du train. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. On pourrait déblatérer pendant une autre demi-heure sur que les moyens de communication. Vous voyez le sac orange ici, qui était un moyen de protection des chantiers. Donc, lorsqu'il y avait un chantier sur la voie ferrée, il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de texto. Là. Toute l'information est à la bonne franquette et c'est beaucoup par voie orale que ça se partage. Donc, si tu n'es pas passé à la gare là, le matin même et que tu n'es pas au courant des modifications, un incident pourrait vite arriver. Donc, lorsqu'on faisait un chantier sur la voie ferrée, qu'on changeait des rails ou des dormants, etc., on plaçait un sac de poudre à canon 1 mille avant et 1 mille après le chantier. Donc, si un train s'aventurait dans ce secteur-là, ça explosait sous le passage de la roue. Mais là, bon, ça n'explosait pas jusqu'à en démolir un secteur résidentiel. Mettons que l'ingénieur faisait un sapristi de saut. C'était ça l'objectif. Et donc, il était au courant qu'il y avait un chantier qui s'en venait. Donc, il y avait 1 mille pour arrêter son train, descendait de sa locomotive et allait jusqu'à l'arrière de son train, marchait 1 mille supplémentaire et repinçait un sac de poudre à canon pour s'assurer qu'un autre train ne fasse pas la même gaffe que lui, mais cette fois empale son train. Donc, je répète dans le fond que le bureau du chef de gare, on veut pouvoir, avec les restaurations, le mettre authentique à ce qu'il a été et aux mêmes cérémonies et aux mêmes valeurs qu'il prétendait ou qu'il véhiculait à cette époque-là. Parce que dans le fond, ah oui, ben oui, quand je vous disais que c'était un local très important, un chef de gare dans un comté, dans une municipalité, c'était tellement important, ex aequo avec le notaire, puis le curé, puis le médecin, que sous mes pieds, ici, il y a un abri antinucléaire pour le chef de gare. Donc... Ici? Oui. À Vallée-Jonction? À Vallée-Jonction, il y a un abri antinucléaire qui n'est plus aux normes des années 2000, là, mais de l'époque. Donc, le chef de gare était tenu, s'il y avait une attaque nucléaire, d'aller se cacher dans son abri nucléaire. Ici, l'attendait des canages pour pouvoir manger quelques jours, un lit de camp et surtout des bobines de câbles télégraphiques pour recâbler le réseau télégraphique de la région lorsque les tombées radioactives seraient retombées. Terminé. Hey, c'est rudimentaire. On voit que vous êtes un passionné. Oui, bravo. Ces anecdotes croustillantes-là, je trouve ça magnifique. Alors, regardez, un système de gestion des employés. C'est un peu l'invention, l'ancêtre de Excel, Microsoft Excel. J'adore. Donc, si M. Doyon souhaitait qu'il soit sur le train numéro 35 à la place de M. Grégoire, bien c'était aussi fallait facile. puncher, comme on dit. C'est ici que les gens savaient sur quel train était-il attribué. Et on a une liste des employés ici. La liste date de 1951, mais on voit même la date à laquelle les employés ont entré en service. Donc 1906, 1907, 1918, 1943. C'est de l'histoire pure. Donc ici, historiquement parlant, c'est un local très visuel, très lumineux. Mais en fait, c'était un local relativement détaché du reste de la clientèle de la gare. C'était la salle des bagages. Donc ici, à l'époque, donc je vous parle dans le dernier siècle, tous les bagages étaient entreposés ici en destination, que ce soit Lévis ou Saint-Georges, Sherbrooke, Thetford, Tring, Mégantic, etc. Donc toutes ces destinations-là, ou voire même Québec, parce que vous savez que la gare du Palais de Québec fut construite en collaboration avec le Québec central pour y avoir des droits d'accès dans Québec. Et pareillement pour le pont de Québec en soi, le Québec central était tributaire du projet. Donc ici, dans la salle des bagages, comme je disais tout à l'heure, c'était le lieu où tous les bagages étaient entreposés pour les diverses destinations. Et vous savez que le rôle au chemin de fer, c'était très anglais, donc vous me permettrez, là, le bagageman, c'était le premier poste que les hommes de couleur ont eu accès au sein des compagnies de chemin de fer. On parle donc en Amérique du Nord, par exemple. Là. Donc les hommes noirs ont eu accès pendant longtemps seulement au poste de bagageman. Donc, c'était le seul poste qu'ils avaient droit. Avant de... Bon, un jour, on s'est ouvert d'esprit. Ils se sont ouverts d'esprit et ont permis aux hommes donc d'avoir accès à d'autres postes, mais pendant longtemps, ils n'étaient qu'associés à ce titre de travail-là. Donc, ici, depuis l'ouverture du musée ferroviaire dans les années 90, j'ai une maquette de train que nous sommes très fiers parce qu'elle est très volumineuse et très bien faite. Mais dans le projet ultérieur, puisque c'est un local très bien éclairé, comme je disais d'entrée de jeu, nous souhaitons en faire une concession alimentaire ici.
Donc, on va permettre à un entrepreneur en restauration de s'y installer avec réfrigérateur, congélateur ou toute autre machine dont il aura besoin pour ses propres produits. Et avec une chambre de bain, dans le fond, avec la porte de garage qui donne accès à la terrasse, on veut pouvoir donner ce local-là à la population en termes de que ce soit les cyclistes, les piétons, les motoneigistes, les quadistes, puisque la gare est, et ça tous les gens du coin ici vont être d'accord avec moi, c'est un lieu naturel d'arrêt. Les gens s'y arrêtent naturellement. Le soir, ça prend des marches, ça vient s'asseoir autour de la gare. Le midi, il y a toujours des gens qui viennent pique-niquer ici autour de la gare. On prend un bon petit café, tout en... Oui, mais c'est ça. Donc, que ce soit un café, que ce soit une chocolaterie, que ce soit une brasserie qui s'y installe, on veut offrir ce local-là donc à la communauté. Hey, vous avez un très beau projet, messieurs. Je n'ai pas terminé de vous le raconter. Oh, excellent! Donc, de retour dans la salle des femmes, je parle du projet un peu depuis tout à l'heure. Donc, dans le projet de restauration actuel que nous menons, au-dessus de notre tête, on veut pouvoir faire un grand local. Donc, parce que oui, il y a un étage au-dessus, on veut donc enlever des divisions pour en faire un grand local qui se voudra à vocation temporaire, location temporaire. Donc, que ce soit pour le Musée ferroviaire de Beauce en soi, de faire des expositions temporaires qui changent de saveur avec les saisons ou les années, on veut pouvoir offrir ce local-là, ce grand local-là, pour la communauté, encore une fois. Que ce soit pour des réunions, des assemblées générales, des mariages, un groupe d'artisans, par exemple. Ça a été, on a pris le pouls de la population et bien des artistes de la région ont dit on n'a pas de local pour faire nos vernissages, pour faire nos expositions, pour s'exposer. Et ça serait un super Donc, bel endroit. ce local-là se voudra pour des fins culturelles et communautaires à la fois. Parlant d'étage, si on visualise un petit peu plus au sud du bâtiment, vers la galerie, on veut pouvoir faire 2 locaux à location commerciale ou en petite moyenne entreprise. Donc, si un architecte voudrait s'y installer, un notaire, un infographiste, nommez-les tous ces petits métiers, pas ces petits métiers-là, mais ces métiers-là qui ne nécessitent pas un grand achalandage de bureaux, eh bien, on veut pouvoir leur offrir donc ce type de local-là pour des fins locatives commerciales. Voire même, peut-être aussi, je songe à des activités culturelles municipales. Un des locaux pourrait être attribué le lundi pour du yoga, le mardi pour des cours de chant, le mercredi pour de la peinture, le jeudi pour de la plasticine, le vendredi pour je ne sais pas trop, là. Dans le fond, toutes les activités que la région souhaite faire. Donc, un local pourrait être exclusivement réservé à ces activités-là. Génial. Donc, ça, c'est à l'étage. Et puis, dans le fond, je vous parlais tout à l'heure de donation avec un cadeau à la hauteur du don. Et bien, justement, nous sommes à la recherche d'un donateur majoritaire, qu'au-dessus de moi, le grand local qu'on appelle la salle de location temporaire, deviendra à l'effigie et au nom du grand donateur. Donc, je ne m'avance pas sur quel que soit le nom, parce que peut-être qu'un auditeur pourrait me surprendre. C'est certain que moi-même, avec de la maison, j'écoute ça, là, je saute sur l'occasion. Alors, les gens à la maison, là... Donc, en fait, toute notre campagne, toute notre idéologie de restauration est expliquée sur le site www.garevalleyjonction.ca. Et en vous référant directement, on a une plateforme de donation qui s'appelle Indiegogo. Donc, c'est une plateforme que nous utilisons actuellement jusqu'au 31 octobre. Jusqu'au 31 octobre, les gens peuvent donner et peuvent faire, donc aussi, on voit un thermomètre, si on veut, qui monte puis qui nous indique jusqu'à quel point le projet est sur le point d'être réalisé. Sur le site Indiegogo, nous sommes à la recherche d'un 50 000 $. Puisqu'avec les demandes de subvention et puis les demandes de... Il y a des demandes de subvention qui ont été faites, mais aussi il y a déjà des contribuables, il y a déjà des commanditaires qui se sont joints au projet. Dans la région, il faut qu'on trouve 225 000 $. Mais on a déjà 116 000 d'amassés. Donc, on n'est pas à la case départ là, du Monopoly, on a déjà la moitié de faite. Et puis, donc, à ce 116 000 $-là, ce sont des entrepreneurs qui se sont lancés en disant « Oui, moi, je vais vous arracher l'ancien système électrique. » Un autre entrepreneur de Sainte-Colombe nous a donné tout le bois franc nécessaire pour refaire les planchers du rez-de-chaussée et de l'étage. Donc, des entrepreneurs de la région peuvent dire « Ben, moi, je pourrais soustraire leur actuel système de plomberie. » Comme on connaît l'entrain de Beauceron, Exactement. c'est sûr qu'on va trouver quelqu'un. C'est déjà ce qu'on a fait, c'est déjà ce qu'on a eu comme son de cloche. Puis j'imagine et j'anticipe que dans le futur court terme, d'autres entrepreneurs pourront se joindre à notre projet en disant « Ben regardez, là, moi j'ai pas des milliers de dollars, mais je suis prêt à faire ça, je suis prêt à mettre mon épaule à la roue pour réaliser le projet dans ce sens-là, de cette façon-là. »
Et nous, on est super heureux parce que dans ce temps-là, le projet coûte moins cher, puis on est capable de prouver à nos paliers gouvernementaux que de plus en plus de gens s'appuient au projet et veulent que ça se réalise. Donc, je parlais tout à l'heure de l'étage de la gare. En fait, ici, nous sommes à l'étage et nous sommes dans la cuisine des employés parce que je vous parlais dès le départ que la gare de Vallée-Jonction était la plus importante, la plus spacieuse de tout le réseau. Donc, c'est ici même, au sein de ces murs, que la compagnie hébergeait ses employés. Donc, si un ingénieur partait de Sherbrooke et conduisait un train vers Vallée-Jonction, mais qu'il devait dormir dans la région puisque le prochain train vers Sherbrooke était seulement que le lendemain, la compagnie de chemin de fer hébergeait ses propres employés ici. Donc, il y avait une série de chambres derrière moi. Jusqu'à même, il y avait des chambres pour les employés de nuit, donc qui dormaient de jour. Et puis, c'est ici que les hommes pouvaient se reposer ou manger avant le départ d'un train en direction de leur lieu domiciliaire. Donc, un ajout architectural là, au bâtiment a été fait dans les années 50. Plus particulièrement, là, au début des années 50, en fait, c'est que Vallée-Jonction, bon, c'est un milieu très côteux. Et puis, les gens avaient la mauvaise habitude, en débarquant des trains, de passer sous les trains pour se rendre jusqu'au village ou voire même jusqu'à la maison à Chambre. Il y avait une espèce d'auberge qui était située dans la pente, là. Et puis, les gens, donc, passaient sous les trains. Ce qui est une méthode très dangereuse. Donc, dans les années 50, on a ajouté cette passerelle-là qui est encore utilisée aujourd'hui par les habitants de Vallée-Jonction. Une des pièces de collection majeure que nous avons ici au Musée ferroviaire est une antique locomotive à vapeur datant de 1914. C'est une petite Québécoise, en fait, donc elle a été construite à Montréal et a agi toute sa vie pour les trains de banlieue de Montréal. Elle a servi elle a eu de bons et loyaux services jusqu'en 1961. Et depuis 2002, le Musée ferroviaire se l'est approprié. On l'a déménagé ici en Beauce pour des fins de restauration ultérieure. Donc, dans le futur, il fait partie de nos projets, parce que depuis tantôt, on parle de projets. Le Musée ferroviaire de Beauce possède des projets actuels, futurs, ultérieurs. On va avoir des projets ici jusqu'à ce qu'il va y avoir du monde. Et donc, un de ces projets-là, si on veut, porte-étendard, est de remettre en marche cette locomotive à vapeur. En fait, une des grandes caractéristiques de Vallée-Jonction, ferroviairement parlant, est son pont, qu'on appelait dans le temps le pont des chars. Donc, ce qui est caractéristique, c'est que c'est le quatrième connu. C'est-à-dire, on a peut-être certaines archives qui nous prouveraient que ce serait le cinquième. Mais du moins, tous les précédents furent remportés par la rivière. Et quand je vous parlais que 1917 avait été une année charnière ici à Vallée-Jonction, le 31 juillet 1917, une inondation monstre accompagnée des pitounes de la Drave ont frappé les ponts et ont jeté le pont à l'eau. Et au début du siècle, en fait, donc on venait de couper le lien ombilical de marchandises, de courriers et de passagers. Eh bien, seulement 2 semaines plus tard, les trains retraversaient la rivière Chaudière. En 2 semaines seulement? 2 seulement? semaines, oui. Aujourd'hui, même si on a des équipements des plus technologiques et des satellites, guidés par satellite, je ne suis pas sûr que 2 semaines plus tard, on pourrait faire traverser nos trains. Mais du moins, c'était le rude défi qu'on a accompli. C'est ce qui fait fin à notre visite ici du Musée ferroviaire. En fait, nous vous rappelons qu'actuellement, à l'automne 2013, nos objectifs sont d'amasser les fonds du milieu de la population pour pouvoir ficeler le projet de la rénovation entière du bâtiment, qui est un petit projet, je pense, dans le milieu, c'est un projet de 975 000 $. Donc, la Beauce a été capable d'accomplir des projets plus gros que ça. Et puis, c'est un projet que si on se resserre les coudes, là, en quelques mois, c'est fini, puis on passe à autre chose et on passe à l'action, à la rénovation et la réfection du bâtiment, des fondations jusqu'à l'étage. Et puis, donc, je vous invite à visiter nos sites Internet, c'est-à-dire www.garevalleyjonction.ca. Sur YouTube, on est visible aussi, tapez Gare Vallée-Jonction. On a une superbe vidéo corporatif qui nous a été partagée, plutôt créée par le groupe Orange. Et puis, sinon aussi, au plaisir. Facebook également. Oui, Musée ferroviaire de Beauce. On vous invite à devenir, oui, amateur d'histoire que vous êtes, M. Lessard et tous les auditeurs. Les gens qui sont amis avec le Musée ferroviaire de Beauce, pendant notre campagne pendant qu'on lève les fonds de financement participatif, on publie quotidiennement environ 1 ou 2 photos historiques. Donc, on redonne une saveur historique de la région. C'est pas juste des photos de Vallée-Jonction, c'est des photos des villages qui nous entourent. Donc, amateurs d'histoire, soyez amis avec la page du Musée ferroviaire de Beauce. Et puis, sur YouTube, on est visible. Si pour tout exemple d'autres renseignements aussi, vous pouvez appeler au 418-253-6449. Merci beaucoup pour votre visite et ça me fait merci plaisir. pour votre passion. Et merci au nom de tous les Beaucerois pour pouvoir conserver cette belle gare.
Merci beaucoup.